êtes à l'écoute de Radio J, édition largement consacrée à la victoire de Joe Biden ce matin. Après la place des médias dans la campagne présidentielle américaine, on en parlait tout à l'heure, nous consacrons à présent un dossier sur Kamala Harris. C'est la première femme à accéder à la vice-présidence des États-Unis. Son rôle sera très important au cours des 4 prochaines années. D'ailleurs, samedi soir sur Twitter, Emmanuel Macron a autant mentionné Joe Biden que Kamala Harris dans son message de félicitations. C'est quand même assez incroyable. Certains disent que, compte tenu en effet de l'âge de Joe Biden, ce sera véritablement Kamala Harris qui gouvernera les États-Unis, voire peut-être terminera le mandat du nouveau président qui est quand même âgé presque de 80 ans. Mais alors, qui est-elle ? Qui est Kamala Harris ? On sait qu'elle a 56 ans, mais quel est son parcours et surtout quelles sont ses positions concernant Israël ? On en parle avec vous ce matin, Christophe Darin. Et Kamala Harris est née en Californie en 1964 d'un père jamaïcain d'origine, économiste et professeur émérite à l'université Stanford, venu aux États-Unis 3 ans avant pour faire un doctorat à l'université de Berkeley, et d'une mère biologiste et oncologue originaire d'Inde, est venue elle aux États-Unis 4 ans plus tôt pour faire également un doctorat à Berkeley. C'est donc là que ses parents se sont rencontrés. Kamala Harris passe sa scolarité au Canada, puis revient aux États-Unis pour faire ses études de droit avant d'intégrer à 26 ans le barreau de Californie. Oui, il faut dire que la Californie est devenue le fief de Kamala Harris, l'État où elle fera toute sa carrière. Elle est effectivement procureure générale du district de San Francisco, puis de Californie de 2011 à 2017. Elle est la première femme à occuper ce poste. En 2017, elle fait son entrée en politique. Elle devient sénatrice, toujours en Californie. Chrétienne, évangélique, elle est baptiste. Elle fréquente une église de San Francisco. C'est également en Californie, à Santa Barbara, que Kamala Harris a dit oui en 2014 à Doug Emhoff, un avocat juif né à Brooklyn, mais qui a vécu par la suite en Californie. Dans ses mémoires, Kamala Harris écrit « Conformément à nos héritages indiens et juifs, j'ai mis une guirlande de fleurs autour du cou de Doug et il a écrasé un verre. » Doug Emhoff est donc officiellement, depuis samedi soir, le premier conjoint juif d'une vice-présidente des États-Unis. Et en janvier 2019, Kamala Harris annonce être candidate aux primaires du Parti démocrate. Rapidement, elle va faire parler d'elle. Il faut dire que lors des débats, elle s'impose face aux 2 favoris, Bernie Sanders et surtout Joe Biden. Et oui, parce que l'ancienne procureure tenace qui avait fait partie de la commission sur la justice du Sénat et a vu des échanges musclés avec des membres de l'administration Trump ne perd rien de sa verve lors des débats ni de son sens de la répartie. Elle s'en prend à Joe Biden notamment sur la question raciale. Elle l'accuse d'une part d'avoir mis en avant sa relation courtoise avec 2 sénateurs ségrégationnistes et d'autre part de ne pas s'être opposée dans les années 70 à une politique dite du buzzing qui visait à transporter en car des enfants noirs dans des écoles à majorité blanche pour favoriser la mixité. Lors du débat, elle déclare face à Joe Biden, droit dans les yeux, il y avait une petite fille en Californie qui a fait partie de la 2e classe à être intégrée dans une école publique hors secteur et elle a pris le bus tous les jours. Cette petite fille, c'était moi. Histoire assez folle, mais Joe Biden vraisemblablement ne lui en a pas tenu rigueur puisque Kamala Harris figurera très vite sur son ticket pour la présidentielle côté démocrate. En août dernier, Kamala Harris est donc choisie comme vice-présidente. Elle succédera donc à Mike Pence lors de l'investiture, ce sera en janvier prochain. Quelles sont ses positions sur le plan intérieur ? Alors elle veut un contrôle plus drastique des armes à feu, lutter contre le réchauffement climatique avec un Green New Deal, encadrer l'augmentation des loyers et également accorder la citoyenneté aux Dreamers, ce sont ces migrants amenés légalement en Amérique par leurs parents. Elle défend aussi les minorités sexuelles, bref, des positions très à gauche, voire gauchistes pour les Américains. Nous, en France, on dirait peut-être plutôt progressistes, mais là, en revanche, et ça c'est intéressant, des positions plus floues. D'une part sur l'assurance maladie, ce que lui avait d'ailleurs reproché un Joe Biden lors d'un débat l'année dernière, et certains lui reprochent également sa sévérité lorsqu'elle était procureure générale de Californie. Sa sévérité, c'est-à-dire ? Elle n'a pas empêché l'incarcération toujours très importante des Afro-Américains. Elle n'a pas non plus empêché, lorsqu'elle était procureure générale de Californie, les exécutions de peine de mort, bien qu'elle se dise opposée à la peine de mort à titre personnel. Elle n'a pas non plus condamné les violences policières. Ouais. En clair, elle a poursuivi une politique qu'on pourrait juger répressive. Et on sait effectivement que la Californie est assez en pointe dans ce domaine-là. Du coup, beaucoup ont vu que son soutien au mouvement Black Lives Matter, cette année relevait davantage de l'opportunisme que d'une adhésion pleine et entière. En tout cas, au cours de
cette campagne, Kamala Harris a été la bête noire de Donald Trump. Trump, qui l'a quand même qualifié le mois dernier de monstre, affirmant que tout ce qu'elle disait était un mensonge. Oui, toujours dans la nuance, effectivement, Donald Trump, qui n'a pas oublié sans doute les auditions au Sénat de ses collaborateurs. Il faut dire qu'elles ont été menées sans ménagement par Kamala Harris ces derniers mois, ni l'audition également de la candidate de Donald Trump pour le poste de juge à la Cour suprême. On en a beaucoup parlé ici, Lana, ces derniers temps. Amy Coney Barrett, qui pourrait remplacer Ruth Bader Ginsburg, décédée fin septembre. Là aussi, Kamala Harris s'est montrée ferme et intransigeante lors de l'audition, notamment pour savoir la position d'Amy Coney Barrett sur l'Obamacare. C'est une assurance maladie qui est donnée à des millions d'Américains et que Donald Trump voulait supprimer. Et on sait que si bien sûr il y a plus de conservateurs que de démocrates au sein de la Cour suprême, et bien évidemment l'Obamacare pourrait être tout bonnement et simplement supprimé. Bon, alors on parlait du programme de Kamala Harris sur le plan intérieur américain. Parlons maintenant des rapports entre Kamala Harris et Israël, puisque c'est aussi un des points que l'on va suivre avec attention. Malgré les critiques, Kamala Harris a montré quand même par le passé qu'elle avait des bonnes relations avec les Juifs américains, pour preuve son mari, la relation avec son mari, et puis surtout avec Israël. Oui, exactement. Elle a affiché ses rapports avec des représentants de l'AIPAC, c'est l'American Israel Public Affairs Committee. C'est le lobby pro-Israël qui tient une conférence chaque année, là où beaucoup de démocrates refusent d'ailleurs d'aller. L'année dernière, au printemps 2019, elle a reçu les dirigeants de l'AIPAC en Californie. Elle a écrit que c'était pour discuter sur Twitter de la nécessité d'une alliance forte entre les États-Unis et Israël, du droit d'Israël à se défendre et de son engagement à combattre l'antisémitisme. D'ailleurs, j'ajoute que la première résolution qu'elle a coparrainée quand elle est arrivée au Sénat, voulait justement condamner en 2017 la décision de l'administration Obama-Biden de s'abstenir sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant les implantations israéliennes. Donc, elle a vraiment effectivement des positions claires et pas plus tard que fin août, lors d'une réunion avec des donateurs juifs, elle déclare que l'aide à Israël ne sera pas conditionnée. Bon, alors tout cela est assez rassurant, mais il faut quand même ajouter que Kamala Harris a aussi pris des positions contre Israël dans la lignée de ce qu'avait déclaré Joe Biden au printemps, c'est-à-dire vouloir renverser les décisions prises par Donald Trump en faveur de l'État juif. Et a commencé justement par cette aide dont je parlais à l'instant des États-Unis à Israël. Elle ne sera pas augmentée, alors que Donald Trump, lui, voulait la revaloriser. Kamala Harris s'oppose aussi, comme de nombreux démocrates, à la loi israélienne contre le boycott. C'est une loi qui criminaliserait le boycott de l'État juif. Pour Kamala Harris, cette loi porte atteinte à la liberté d'expression. Et ces dernières semaines, Kamala Harris a même carrément mis en avant des positions pro-palestiniennes. Oui, d'ailleurs, est-ce un hasard si ces dernières heures, effectivement, l'autorité palestinienne a déjà demandé à Joe Biden d'agir. En tout cas, dans une récente interview à un hebdomadaire bilingue représentant les Arabo-Américains, l'Arab American News, la nouvelle vice-présidente a affirmé qu'en cas de victoire de Joe Biden, les États-Unis renouvelleraient leurs liens avec les Palestiniens et s'opposeraient aux actions unilatérales israéliennes qui sapent, je cite, la solution à deux États. Bon, on est quand même très loin d'un soutien sans faille à l'image de Donald Trump. Merci Christophe pour toutes ces explications. On suivra évidemment les prochaines déclarations de Kamala Harris et de Joe Biden sur Israël et surtout leurs actes. J'ajoute que ce week-end, le président israélien Reuven Rivlin et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont eu quand même l'élégance toutefois de féliciter Joe Biden pour sa victoire.